ramenons nos chaises. Et puis surtout, merci à Sylvestre d'avoir fait ce travail de parcourir la France et de recueillir la parole des Gilets jaunes, notre parole, parce qu'en fait on est un peu entre nous, on pourrait faire les nager. Et oui, du coup c'est dommage, le public génovéfin n'est pas venu. Mais enfin bon, vous êtes là, c'est bien. Et voilà, merci beaucoup parce que du coup cette trace, cette parole, elle est importante, elle a tellement été, vous le savez, dénigrée, bafouée, c'est important de laisser des traces et de montrer qui on est. Voilà, alors si vous avez des choses à dire. Effectivement, moi je pense que c'était l'idée de laisser une trace d'une expérience collective, mais avec une multiplicité de voix du coup. Et c'est aussi des traces qui sont différentes éventuellement, puisque vous avez vu sans doute beaucoup de choses sur les Gilets jaunes. Et pour moi, c'était important qu'il y ait aussi des visions singulières, personnelles, et que donc j'ai mis beaucoup de mon regard, je pense, de ma sensibilité dans ce film, même si ça dénote, ça sort aussi de choses qu'on a pu voir sur les Gilets jaunes ailleurs. J'espère que ça vous a pas trop troublé, cette approche qui est différente peut-être. Et ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours aussi et vos questions bien sûr. Oui, les prises de vue, c'est que toi, Sylvestre? Oui. J'étais un peu femme orchestre dans ce film. Et peut-être un moment qui t'a particulièrement touché très profondément? En dehors du fait que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a plein de choses qui m'ont beaucoup touchée. Sur toutes les rencontres, en fait, il y avait quelque chose de cette spontanéité, cette humanité, quoi, quelque chose, on était très direct. Du coup, c'est pas une chose précise, mais par ailleurs, il y a des choses dont je me souviendrai toute ma vie, je pense, c'est l'accueil qui était fait autour du film, pendant le moment où j'ai décidé de tourner, donc de rencontrer les gens, de les interviewer. En fait, j'étais hébergée chez les Gilets jaunes, et souvent j'ai eu tellement de marques de oui, monsieur avec une écharpe rouge. Il y a eu vraiment énormément de marques de cette chaleur
et d'une sorte de rencontre à la fois très personnelle et dans une confiance qui dépassait le personnel. Je veux dire, c'était vraiment, on était tous gilets jaunes, et du coup, on avait partagé un moment de l'histoire, de nos histoires personnelles. On avait lâché beaucoup de choses. On était là pour se rencontrer, mais pour d'autres choses qui nous dépassaient, quoi. Et les gens, des fois, me donnaient leur lit, ils dormaient sur un fauteuil, où il y avait vraiment une volonté, même dans la tournée, des gens qui m'ont accueilli, mais tellement, enfin, gentiment, généreusement, avec tout leur cœur, quoi. Et ça, c'était ce côté de fraternité qui m'a vraiment le plus marqué. Moi, j'ai pas bien compris. À un moment donné, on dit les Black Blocs ont les mêmes revendications que les Gilets jaunes. Moi, je comprends pas du tout, là. Hein. Oui, c'est une personne qui est street medic, qui, alors je sais plus s'il dit exactement les mêmes revendications, mais disons que pour lui, en tant que street medic, il se positionne avec les manifestants contre la police, en étant dans un souci de protection et de soins, et alors du coup contre le pouvoir et contre le gouvernement, et dans ce sens-là, il voyait un rapport avec les Black Blocs. Après, bon, c'est aussi, il y a des approches et aussi des paroles qui sont très variées dans le film. J'ai recueilli aussi une diversité de témoignages qui ne sont pas forcément proches de ma manière de penser non plus, mais qui sont intéressants parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se croisaient aussi. Juste 2 secondes pour répondre à Martine. En fait, il y a Didier Maisto qui est un gilet jaune aussi. Enfin, il était à la radio, à Sud Radio, mais il a fait beaucoup de manifs gilets jaunes à Paris. Il a accompagné beaucoup Jérôme Rodriguez, et il en parle très bien en fait dans une de ses émissions, Les Hommes en Noir. Et donc, il raconte les Black Blocs, enfin la différence entre les hommes en noir et les Black Blocs. Ils n'ont rien à voir. En fait, il y a le bloc. Et en général, le bloc, c'est des gens qui se sont formés. Donc c'est vraiment toute une philosophie. Et ils sont là pour protéger les manifestants. Et donc, si Gilbert avait pu être là avec nous ce soir de toutes les manifs parisiennes, il nous aurait expliqué que s'il n'y avait pas eu ce bloc face à la police, qui se mettent devant, en fait, eux, ils interviennent quand ils doivent intervenir. C'est-à-dire que quand ils voient qu'il y a une tension à un moment donné, un assage, une tension qui est en train de se créer avec la police qui est devant, le bloc arrive, ils arrivent c'est impressionnant, quand tu les vois arriver, ils arrivent de nulle part, et en peu de temps, ils font vraiment bloc devant la police, et souvent, ils sont vraiment une aide hyper précieuse, et c'est vrai que pour les avoir vus à l'œuvre, heureusement qu'ils sont là, ils se prennent souvent les coups à notre place. Et Gilbert, souvent, il s'est fait vraiment, lui, matraquer plusieurs fois, parce qu'il est tout le temps devant avec la banderole. Et c'est vrai qu'il s'est fait sauver la vie très souvent grâce... et tu as un autre type de personnage, ce qui explique Didier Maisto, ces gens-là, ils sont jamais arrêtés par les flics. Tu te demandes d'ailleurs pourquoi ils ont rien, eux. C'est-à-dire que les gilets jaunes, ils sont tout le temps en garde à vue pour un rien. Et tu as des gens en noir, ce qu'il appelle les petits bourgeois, en fait. Souvent, c'est des fils de bourgeois ou des fils de flics eux-mêmes ou de hauts fonctionnaires qui ont envie de sensations. Et ils vont aller te casser des vitrines, ils vont aller... et tu vois, on mélange un petit peu tous ces... Alors, je dis pas que les gilets jaunes cassent pas aussi des vitrines. Et personnellement, je n'appelle pas à la violence, mais je pense que avec la violence répond à la violence. Et je pense que... on est obligé à un moment donné de passer par cet état de fait pour qu'à un moment donné tu te fasses écouter et que tu te fasses, parce que c'est un rapport de force en face de toi. Et malheureusement, tout au début, quand le pouvoir a tremblé, c'est quand il y a eu de la casse et quand il y a eu énormément de... moi, ça c'est mon point de vue, mais je pense que quand tu n'as pas un minimum de rapport de force, ça ne peut pas marcher.
bon, moi j'ai bien aimé votre film, parce qu'en fait, moi je suis gilet jaune, comme on dit, canal historique depuis le début, et c'est de l'humain, en fait c'est l'humain. Les gilets jaunes c'est humain, et là on le ressent, que c'est l'humain qui parle, c'est que des humains. On voit que de plus en plus, il y a beaucoup de gens, ils deviennent de plus en plus dans la dèche. C'est ce que je vois moi dans votre film, hein, que ça devient dur, vous l'avez bien montré. On les voit les gens que... ils essayent de vivre, mais ça devient de plus en plus dur pour les Français. Et vous avez vraiment fait tout le panel de la France, parce que vous avez fini par Marseille, par les quartiers, vous avez fait la campagne, vous avez fait tout, et on ressent ça. Et moi, quand je faisais j'ai toujours fait les manifs, je les fais encore, et sur un panneau, je mettais HDI. HDI. Vous savez ce que ça veut dire? HDI, humain, dégage l'inhumain. Et c'est ce qu'ils disent, vos gars, là. Ils disent qu'il faut de l'humain. Et puis aussi, ce qui se passe, c'est qu'on ne croit plus dans la politique. On s'en fout que le gars il soit de droite, qu'il soit de gauche, qu'il soit de ci, qu'il soit de ça. Mais tout en haut, c'est avec ça. Et il y en a un ou deux qui l'a dit. Il a dit on avait voté François Hollande. Et en fait, on s'est aperçu qu'un an après, il y a l'autre qui est arrivé, son Premier ministre, là, Valls, voilà, et on a valsé. On a dansé. Donc, voilà. Donc, bravo. Voilà. Et je conseille de voir ce film. Et ce que je souhaite, c'est que votre film, parce que moi, avant, depuis la Covid, là, je vais plus au cinéma, on n'y va plus. On allait dans les cinémas comme celui-là, là, faire des débats, vous voyez, on allait à Massy, il y avait un beau cinéma, le monsieur il est parti en retraite. On y croyait, on croyait dans les films comme ça, puis à la finale, eh ben, moi ce que je souhaite, c'est que votre film, il passe sur une chaîne style Arte ou France 2 ou TF1, mais eux, ils veulent pas faire ça, ils vont montrer que des films à Merloc, pour laver le cerveau des jeunes, Godzilla, ou je sais pas comment il s'appelle, pour les mettre toujours dans ce système de... Et comme il a dit à la fin, nos jeunes, ils croient plus, ils sont là, ils sont obligés de dealer, de se faire la prostituée pour nourrir leur famille. C'est ce que vous avez dit dans votre film, hein, c'est vrai. Voilà. Donc on en est là, et on sait pas. On est vraiment au fond du... On espère que ça va remonter, mais ça va pas être facile, parce qu'on est... Le samedi à Paris, on n'est plus beaucoup, et on est divisé, on est 3-4 manifs, il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà. Donc, un sursaut, je ne sais pas comment. Bravo. Merci, madame et monsieur, pour votre film. Voilà, merci. Encore une deuxième... ouais. Merci. Merci pour ce film, et merci d'avoir allié poésie et politique de manière habile. Je pense que c'est important. Moi, j'avais de la curiosité un peu sur ton parcours, si tu avais déjà fait d'autres films, et si ça liait un peu dans cette ligne déjà, ou pas du tout. Et aussi, à quel moment il y a eu ce déclic de je vais faire un film, et je vais raconter ça, et de cette forme. Voilà, je suis curieux sur le cheminement. Alors sur mon parcours, moi j'ai une formation d'ethnologue, anthropologue, donc j'ai l'impression que là où il y a un lien, c'est que j'ai un besoin de voir notre monde, la société, les hommes comme avec un regard éloigné, c'est-à-dire de voir comme si comme des groupes différents de moi, éventuellement de me positionner en étranger par rapport à mon propre monde, cette société que j'ai envie de critiquer, que j'ai envie d'interroger, des fois de retourner cul par-dessus tête pour voir ce qu'il y a derrière, quoi. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ces mouvements collectifs, mais aussi dans des prises de position individuelles, des hostilités entre les hommes. Enfin, il y a quelque chose comme ça dans ce rapport à mon parcours d'ethnologue et de sociologue, on va dire. Et puis, et sinon, j'ai fait des films qui sont aussi des films assez contemplatifs. Il y en a même un qui est parti dans un musée au Havre. Et puis, j'ai fait des films sur des mobilisations. Par exemple, le dernier qui est sorti en salle, c'était en 2017, c'était autour de Jules Durand, un syndicaliste havrais qui a été condamné à mort en 1910 suite à une machination patronale. C'était une histoire d'un crime judiciaire, un crime d'État même.
Et j'étais allée voir des personnes au Havre qui racontaient son histoire, mais en tant que docker, en tant que charbonnier, donc parce que le personnage était charbonnier, mais aussi des avocats, des juges et tout ça. Et c'était une manière de comparer l'histoire de cet homme, Jules Durand, avec ce qui se passait donc aujourd'hui. C'était pendant les manifestations contre la loi El Khomri, contre ces lois liberticides pour le monde du travail. Et après, alors sur la suite de la question, j'ai oublié. Ah oui, la démarche. Et effectivement, le déclic sur les Gilets jaunes, c'était que bon, je voyais ce mouvement, je ne suis pas rentrée tout de suite. Moi, je suis arrivée début décembre, vraiment dans les manifestations Gilets jaunes. Comme j'étais pas mal dans les manifestations autour, je me suis dit, faut voir quoi. Et c'était tellement direct, les discussions, la rencontre, les gens qui venaient de partout, qui arrivaient à Paris. Et moi, je suis de Paris, donc je me suis dit, bah, finalement, ce serait intéressant, moi aussi, d'aller voir comment c'est chez eux. Et j'avais cet ancrage fort au Havre. Et je me suis dit, c'est la mer, il y a des histoires derrière de mobilisation contre la mondialisation, contre les effets du néolibéralisme sur chacun, sur le travail, sur la vie de famille, etc. Et donc, il y avait ce port du Havre. De l'autre côté, il y a Marseille. Je me suis dit, bah, je vais peut-être faire un road movie, comme ça, ce sera aussi allié le voyage au cinéma. Et puis, j'ai fait cette ligne. Après, j'étais dans des groupes Gilets jaunes et j'étais envoyée aussi dans les assemblées des assemblées avec d'autres. Donc, il y avait notamment celle de Saint-Nazaire que Jonathan connaît bien parce qu'il a fait partie des organisateurs. Et puis à Montceau-les-Mines, donc dans ces lieux-là qui regroupaient différents groupes Gilets jaunes et des assemblées. Et on avait des discussions passionnantes et on se rencontrait, tout ça. Il y avait une carte de France avec des punaises, donc assez vite j'ai vu qui était sur ma ligne comme ça, que j'avais dessiné aléatoirement. Et je suis allée voir les gens au bout de 6 mois du mouvement, donc en mai 2019. Et du coup, là, la forme s'est imposée, c'est-à-dire que en mai 2019, il y avait énormément de répression policière, les manifestations étaient cruellement réprimées, comme on sait. Et c'était compliqué et c'était pas l'envie que j'avais d'être devant la personne pour la filmer, enregistrer son témoignage, mais avoir son image encore l'afficher quelque part dans un cadre de mon cinéma. Donc je trouvais beaucoup plus intéressant de travailler sur la matière sonore, d'abord ces voix qui ont tout un timbre, ces voix qui révèlent quelque chose de ces personnes, et puis travailler sur l'invisibilité, un peu le fait qu'on ne les voit pas, on les entend, on les devine, on cherche un peu, et en fait ça représente toutes ces voix multiples, et sans qu'il y ait forcément un visage particulier quelque part. Et en même temps, il y a des petits moments où on voit quand même les personnes, et je cherchais comme ça des mises en rapport avec les paysages, avec des situations, des éléments qui me semblaient pertinents. Et puis ça a été un travail de montage comme ça, comme un assemblage, un peu une mise ensemble, comme un collage ou comme une dentelle que je devais broder comme ça chaque jour avec les images et les sons et les voix des personnages. Pour ça, c'est les voix jaunes, mais c'est VOIES et VOIX si on veut. Merci. Oui, je tenais à vous remercier pour la qualité de votre film, qui m'a vraiment intéressé. J'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder. J'ai eu le même plaisir qu'à regarder un documentaire de Raymond Depardon. C'est le même style, je ne sais pas s'il vous a inspiré. Vous avez su montrer la diversité humaine de la population française et la diversité de la France à travers ses paysages, la France moche, mais aussi la France belle. Et parce qu'on a souvent dit la France des ronds-points, des gilets jaunes, c'est la France moche. Non, on a vu que c'était pas que la France moche. Voilà. Et puis
Vous avez montré notre village en Haute-Loire, avec toutes ces boutiques fermées. Alors celui-là, je me demande comment vous l'avez trouvé, mais merci. Oui, alors moi du coup, puisqu'on en est à parler de ça, le village de Haute-Loire qui est montré, je le connais depuis que je suis née. Et effectivement, on peut constater les dégâts de notre société qui a tué les petits commerces, les services publics locaux, puisque quand j'étais enfant, il y avait des postes dans tous les villages. Maintenant, il y en a une tous les 15 km à la ronde. Vous avez montré les boutiques vides dans le village d'Allègre en Haute-Loire. Et moi, j'ai connu ce village quand il avait toutes les boutiques possibles et où on pouvait tout trouver pour vivre, alors que maintenant, il faut faire au moins 15 km de voiture pour aller à un Intermarché, et il faut aller jusqu'au Puy-en-Velay pour trouver le reste, quoi. Donc 25 km. Voilà, et ça, c'est vraiment... ça rejoint ce qui est dit en début du film sur cette femme qui est coincée par le prix du gasoil quand son gamin collégien doit être récupéré avant l'heure du bus. Donc c'est vraiment tout ça qui s'est passé et dont on voit le résultat maintenant et qui aboutit à cette souffrance générale de nos compatriotes, quoi. Voilà. En tout cas, merci d'être allé dans mon village et au sommet du Mont Bar. Juste brièvement, merci de témoigner du fait que ce village a été un jour vivant, parce qu'effectivement, ce village d'Allègre, en fait, il est placé sur le côté par rapport à la route. Et du coup, je ne sais pas si c'est pour ça, mais les voitures, comme tout le monde aujourd'hui en France vit par rapport à la voiture, eh bien, les gens ne font pas le petit virage qui permet de voir ce magnifique village qui est vraiment un petit bijou, Allègre. Et puis moi, je l'avais repéré parce que, en fait, quand j'étais au Puy-en-Velay, il y avait une cérémonie autour de Germaine Tillon. Et Germaine Tillon, qui est une anthropologue qui a travaillé en Afrique du Nord, notamment en Algérie, et qui était très active pour soutenir le mouvement d'indépendance en Algérie, était originaire d'Allègre. Donc voilà, ça méritait un petit détour. Et puis aussi, il y a plein de choses incroyables dans ce village, en fait, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, mais il y a des sons notamment sur cette place, et comme il y a très peu de voitures, on entend des sortes de résonances, de bruits d'oiseaux, il y a des sons dans le village voilà, c'est très mystérieux. Je trouvais que c'était un poème en soi, ce petit village. Et puis il y a des petites scènes entre les gens comme ça, inattendues. Et du coup, c'est vrai que ça ramène à Depardon cette capacité qu'il a de saisir des petits éléments poétiques inattendus. Et ce film, c'était aussi une rencontre avec la vie, c'est-à-dire que tout n'est pas maîtrisé, maîtrisable, mis à mettre en boîte, à enfermer dans des projets, dans des politiques urbaines ou de réhabilitation, de je ne sais pas quoi. Il y a aussi le sensible et le visible qui sont des petites pistes. Je pense que les Gilets jaunes, ils ont été vraiment inspirés d'aller chercher des endroits où on ne les attendait pas, quoi. Des endroits où on pensait qu'il n'y avait rien, ces ronds-points, il ne se passait rien. Ils ont investi les ronds-points, quoi. Et finalement, c'était le lieu où tout pouvait se passer. Et ça a été comme ça pour plein de moments dans les Gilets jaunes où ils ont inventé et ouvert des espaces et du coup élargi notre imaginaire. Et cette créativité des Gilets jaunes, c'est évidemment ce qui m'a aussi inspiré pour faire ce film. Oui, j'ai pris les images, les sons, j'ai fait le montage, et puis Jo, il a fait le reste pour la programmation. Question au choix. Merci. Alors, merci à vous deux particulièrement d'avoir répondu présent à notre demande, à Corinne et à moi. C'est super gentil. Et merci à Colline aussi, au cinéma,
moi, ça fait 40 ans que je connais le cinéma et que je le côtoie. Donc, ça fait super plaisir d'avoir une demande et qu'elle est acceptée. Donc, merci à vous. Alors, pour revenir sur le film, c'est un film particulier, c'est SWAT, et atypique, mais ça fait du bien d'entendre que les voix des Gilets jaunes. Et en même temps, on voit tellement de paysages derrière, mais moi je me dis, mais et si on reprenait le film, on refaisait le film dans 10-15 ans, est-ce qu'on aura encore les mêmes paysages? Déjà ça, et il y a plein d'images symboliques. Je vois le chien attaché, enchaîné. C'est qui? C'est nous, on est tous enchaînés. Et ça fait du bien de se détacher. Donc merci beaucoup. C'était pour répondre à Martine tout à l'heure, mais je voulais dire que moi, un peu comme Catherine pour son histoire de village, moi je me suis reconnue dans ce que tu as filmé au moment d'une manifestation en fait à Orléans. Je me rappelle très précisément parce que ça faisait partie en fait, on parle beaucoup dans ce film écologie, autonomie, se réapproprier le local, se réapproprier les communes, etc. Et je faisais partie d'un groupe où il y avait une idée de créer des cantons et de faire un peu justement cette réappropriation du citoyen en fait, de sa commune, de son canton, de son village, etc. Et donc cette manifestation avait, en précédent de cette manifestation, il y avait tout ce collectif qui s'était réuni, on était vraiment beaucoup, on était 200, et on est parti après en manifestation. Donc cette manifestation, c'était voulu, hein, c'était organisé, tout ça était organisé avec ce collectif et les Mariannes qui sont devant, une très belle Marianne, et qui malheureusement, ça s'est fini de façon pitoyable. C'est là où je me suis pris ma grenade de désencerclement. Et j'ai été la plus grosse blessée de cette manifestation. Tout le long, ils nous ont arrêtés. À chaque fois qu'on avançait, ils nous arrêtaient. Et on ne savait pas pourquoi, parce qu'il n'y avait strictement rien. Enfin, on était vraiment un groupe de gens qui avançaient comme ça. Et voilà, ils nous ont fait passer pas du tout à Orléans. On a complètement contourné la ville. On est passé complètement sur le côté, personne ne nous voyait. On était au milieu, mais de nulle part. On était au milieu de nulle part. On était tout seul. On passait par des endroits, mais on disait, on était vraiment pas du tout dans la ville. Et quand on est arrivé au bord de la ville, normalement, on aurait dû au moins passer un moment donné dans la ville, le parcours. Et là, on a été complètement bloqué. Donc c'était bloqué, il y avait vraiment un cordon impressionnant de gendarmes, je sais pas. Et je me rappelle que les Gilets jaunes, ils disent souvent, non mais la police, c'est pas les mêmes que les gendarmes. Enfin, les gendarmes, c'est pas les mêmes que la police. Et moi, je suis un peu comme cette dame qui dit à un moment, moi, j'avais du respect. Enfin, moi, j'ai jamais eu de respect forcément pour la police, mais je suis un peu une rebelle anarchiste, on va dire. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de police. Mais en fait, j'avais pas un a priori sur la police. Je me disais pas, ils sont méchants. Enfin, je pensais qu'ils œuvraient un peu quand même pour le bien des gens. Et là, entre autres, ce qui m'a marqué, c'est que c'était des gendarmes. Et j'ai vu zéro différence entre la police et les gendarmes. On était un groupe devant, il y avait les Mariannes, donc, du coup, elles essayent de négocier le fait qu'on puisse passer de l'autre côté. Et en fait, il y a un blocage, mais total. Et là, il y a des gens qui s'énervent, parce qu'on est bloqué là pendant 1 heure. Donc ça négocie, on est bloqué, etc., jusqu'à ce que les gens ils s'énervent et ils veulent passer. On dit, mais il n'y a pas de raison, on a l'autorisation, on veut passer. Et donc là, il y a des petits groupes, et devant, il y avait des familles, il y avait des personnes à mobilité réduite. Et donc, on force un peu le passage. Et là, on a un déferlement de... Je sais même pas quoi dire. Ils ont carrément lâché les chiens, on aurait dit vraiment sur les gens. Matraquage, grenades de désencerclement, gazage, intempestif, intensif.
C'était vraiment un... Et à Orléans, c'était... Enfin, je veux dire, c'était quand même une petite manif de province. On n'a pas l'habitude. Enfin, moi, pour avoir participé à des tonnes de manifs à Paris, on a l'habitude de se faire gazer, matraquer tout le temps. Eux, ils n'avaient pas l'habitude, c'était la première fois. Et c'est là où vraiment on a vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. C'est-à-dire qu'on était passé dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'à Paris, il y avait eu les violences qu'on connaît avec l'Arc de Triomphe, tout ça, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît, mais qu'on ne connaissait pas ça en province. Et là, on s'est dit, ça arrive jusqu'en province. Il y a un truc qui se passe. Et je me rappelle qu'on en avait discuté après avec tout le groupe et avec les Marianne, entre autres, qui, elles, n'avaient jamais vu ça, parce qu'elles avaient déclaré des tonnes de manifs avant, ça s'était super bien passé. Et on s'est dit, là, on leur fait peur. Là, il y a vraiment quelque chose où on sent qu'il y a... Et c'était... Enfin, nous, notre analyse, c'était ce regroupement de personnes, justement, qui ne se connaissaient pas, ce regroupement de personnes qui voulaient changer la société. Parce qu'il y avait eu juste avant cette réunion, et on avait été embêtés tout le temps par les flics qui étaient venus nous... Tout le temps, et on avait eu la télévision, en fait, qui était venue nous interviewer. Il y avait France 3 qui était venu, qui avait fait une petite émission là-dessus. Et pareil, ils avaient été embêtés le matin, il y avait un car qui était venu, enfin bref. Et on a senti cette tension déjà monter, et je me rappelle de cette manif, ça a été révélateur de toute la suite de ce qui s'est passé après à Paris, où la tension allait monter encore plus crescendo, et avec toutes les intersections qu'on a connues. Et alors, je suis toujours très longue, moi, je finirai juste sur le fait que du coup, il y a beaucoup de vies qui ont été brisées, en fait, et on n'en parle pas suffisamment. Corinne disait, on aurait dû avoir peut-être avec nous Christophe Détinger. Enfin, ces gens ont été brisés. Et elle le raconte, et ça, moi, c'est ce qui m'a beaucoup ému en fait dans ton film. C'est-à-dire ces tranches de vie et ces gens qui disent, on vient nous chercher à 2h, à je sais pas quelle heure du mat, à 6h du mat, et ils emmènent les enfants. Et il y a des gens, ils ont perdu leurs enfants. On leur a retiré la garde de leurs enfants. On les a enfermés, on les a mutilés, hein, bien sûr. On sait toutes les mutilations horribles que les gens ont. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur travail, leur famille. Moi, je sais qu'il y a des gilets jaunes qui ont décroché à cause de ça, parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu parce qu'ils prenaient sur leurs jours de congé. Il y avait des jours de... Enfin, les heures de manif, ils disaient, vous avez rien d'autre à foutre. Mais si, en fait, les gens bossaient. Les gens, ils travaillaient, ils prenaient sur leurs jours de congé. Ils prenaient, bon voilà, sur des heures, ils ont tellement tout perdu, leur boulot et tout, parce qu'ils se sont tellement donnés corps et âme dans ce mouvement. Et après, on a été réprimés exprès pour ça. Donc voilà, je voulais juste dire que c'était tellement fort ce mouvement, que les gens, ils avaient tellement envie d'y croire et qu'on allait abattre ce système et tout, les gens ne veulent pas lâcher, ils s'accrochent. Et pourtant, ils en ont même tout perdu. Et quand on voyait tous ces gens qui ils étaient trop émus à la télé parce qu'on avait cassé l'Arc de Triomphe, où il y avait 3 vitrines de cassées, ou un abribus, ou une poubelle brûlée, quoi. Et nous, on revenait, on disait, mais putain, mais nous, c'est la vie des gens qui ont été brisées, quoi. Les gens, ils sont mutilés, ils ont tout perdu. Et voilà, bon, je voulais juste dire ça. Dans ton film, on ressent ça, ces gens qui ont été quand même bouleversés, en fait. Et à un moment donné, ont voulu je crois qu'il y a un jeune qui le dit, moi je pensais pas comme révoltant en sortant dans la rue, je risquais ça en fait, qu'on risquait d'être comme ça frappé, quoi. Et c'est ça, on se dit, on sort dans la rue pour défendre nos droits, et on a un déferlement de haine contre nous, et on comprend pas, parce qu'on se dit, mais on veut juste mieux vivre dignement. Qu'est-ce qu'on fait de mal, quoi? Je vais juste... Merci. Je voulais dire aussi que le travail de Sylvestre est très précieux, parce qu'on a l'impression qu'il y a une volonté là de passer à autre chose, d'oublier ce mouvement Gilets jaunes. Symboliquement, notre cabane qui avait tenu quand même 4-5 ans a été brûlée début juillet là. Et voilà, enfin c'est important de faire ce travail d'histoire. Et aussi, je prends le micro pour vous dire aussi qu'on est, par rapport à la parole des Gilets jaunes, voilà, qu'on veut oublier, enterrer, on voulait vous dire aussi qu'on est 5 à travailler depuis quelques semaines, sur les cahiers de doléances de 2019. Souvenez-vous, en décembre 2018, lorsque ça a bien chauffé à Paris, Macron a proposé, pour calmer le jeu, le grand débat national.
Et voilà, des cahiers ont été ouverts dans les mairies. Et Macron avait promis de synthétiser et de mettre en ligne la synthèse de ces... Alors, il se vante d'avoir eu plus d'1 million je crois, de contributions. Donc c'était une promesse de les mettre en ligne, ça n'a jamais été fait. Ces cahiers de doléances sont enterrés, croupissent, dans les archives départementales de France. Et nous, voilà, on a eu l'idée, et on n'est pas les seuls, on se rend compte, parce que depuis qu'on y travaille, on se rend compte qu'il y a des gens aussi qui ont eu la même idée de faire ressortir cette parole populaire. Voilà, donc à nous de continuer à faire des films, à écrire des livres, voilà, pour porter cette histoire et la parole chez les jeunes. Moi, ça prend aussi 1 minute. Moi, je vais rebondir sur, dans ton film, parce que c'est vrai qu'on va pas marcher, moi je ne veux pas marcher encore pendant 5 ans ou 10 ans comme ça. Ça fait déjà 5 ans. On a fêté l'anniversaire, là, il n'y a pas longtemps. Et donc, moi, on va pas marcher comme ça. Et il y a Florence, Mamie Florence Gilet Jaune, qui a dit « Le pouvoir nous use et s'en amuse de nous voir marcher comme ça. » Et plus on est nombreux, plus il nous amène des forces de l'ordre. Maintenant qu'on n'est plus beaucoup, on a une petite camionnette et 3 flics et 3 pelés là qui nous suivent. Mais dès qu'il y a du monde qui revient, on va dire allez, on mobilise, on mobilise. Et vous voyez des fois 2, 3 sur les trottoirs, ils sont à 3, vous voyez, une nasse de 2 ou 3 CRS, quoi. Tu peux pas sortir de la nasse, quoi. Parce que plus il y a de monde, plus il y a de CRS. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, et l'avenir, c'est dit dans votre film, bah c'est comme elle a dit, c'est la june, c'est faire des trucs, parce qu'on voit que ce mondialisme-là, il est sans pitié, et qu'en fait, dans ton film, ils le disent, il faut faire des trucs locaux, des courgettes, moi tu me donnes des courgettes, je te donnerai des tomates, faire des choses pour s'en sortir, c'est ce qu'ils disent hein, dans le film un peu. Voilà, si tu peux parler de ça. Voilà, un monde parallèle, c'est ça, il y en a plein qui le disent, hein, parce que voilà. Bah après, il y a pas mal de possibilités, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que c'est important de s'autonomiser chacun comme on peut, mais moi là par exemple,